Salut Internet. Pourquoi ces pays disparaissent? Non, je sais, à première vue, la question est con, on est d'accord. J'ai pensé la même chose quand on me l'a posée, et puis j'y ai réfléchi, j'ai essayé de répondre, et très vite, je me suis retrouvé comme ça. Parce que c'est pas uniquement des cas de colonisation, de guerre. Non, parfois il y a un volcan qui dit « Vous aimiez être indépendant ?» Désolé, ciao. Parfois, il y a juste un mec qui en a marre d'être monarque, qui donne son royaume. C'est hyper complexe comme question. Alors je me suis dit, sortons une carte. Bienvenue dans Maps. Alors, j'ai vachement réfléchi, j'ai listé toutes les disparitions d'États, de pays que je connaissais pour essayer de faire des catégories de disparition. C'est hyper glauque, on est d'accord, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et après avoir plongé dans des dizaines de cas chelous, absurdes, tragiques ou juste oubliés, j'en ai sorti 4 manières de disparaître. Déjà, la plus connue, évidemment, un pays disparaît en se faisant absorber par un autre. Et puis, la deuxième obvious, une disparition de l'intérieur. Aucune intervention extérieure, juste, voilà, on a mal géré notre business. En catégorie 3, un truc un petit peu hybride, qui contient, vous allez voir, tous les territoires flous, ceux dont le contour juridique est pas hyper clair, des endroits oubliés ou tolérés par les puissances aux alentours. Et la dernière est simple, la Terre. C'est la planète Terre qui dit « Ok, toi c'est finito ». Vous voulez des exemples pour chaque catégorie? Vous voulez que je vous parle de vieux pays et d'états complètement méconnus mais souvent fascinants? C'est cool! Vous commencez à comprendre le concept de Maps. Il y a plusieurs types d'absorption. L'absorption du CO2 par les plantes, les océans, l'absorption de la lumière par certains matériaux, et puis il y a l'absorption par un gros pays d'un plus petit pays de façon militaire, violente, brutale, sans concession. Bienvenue au Sri Lanka. En 1520, l'île ressemble à ça. Il y a plein de royaumes qui s'aiment plus ou moins, et dans le lot, on repère un nom assez rigolo, le royaume de Kandy. Au pays de Kandy. Qui se fait à ce moment un petit peu bolosser par ses voisins, et surtout par Sitawaka. Or, qui se trouve depuis peu sur l'île? Des marchands portugais qui commencent à s'installer un peu partout. Vous le voyez venir, petite alliance avec eux contre Sitawaka. Ah, une bonne chose de fait. Mais rapidement, les Portugais se croient chez eux. Non mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Donc on se rebelle. Et d'ailleurs, puisque des Néerlandais arrivent sur l'île, autant s'allier avec eux pour dégager les Portugais. Ah, une bonne chose de fait. Mais rapidement, les Néerlandais se croient chez eux. Non mais oh, donc on se rebelle. Et d'ailleurs, puisque des Anglais arrivent sur l'île, autant s'allier avec eux pour dégager les Néerlandais. Non, cette fois-ci ça marche pas. Les Anglais s'en sortent très bien tout seuls et forcent même le royaume de Kandy à signer une convention pour devenir au mieux une espèce de vassal, au pire une espèce de vassal. Non mais oh, donc on se rebelle? Ouais, bah ça marche pas à tous les coups. En 1817, cette fameuse grande rébellion est écrasée. Et Kandy, dernier royaume du Sri Lanka à avoir résisté à tous les colonisateurs pendant des siècles, est absorbé de force par l'Empire britannique. Rassurez-vous, ça ne se passe pas toujours aussi brutalement. Mais non, parfois une absorption peut être douce, voire même volontaire. Je vous jure que oui. Tenez, vous identifiez là le lieu où nous sommes, avec cette architecture typiquement britannique. Tous ceux qui n'ont pas répondu l'île de Bornéo, vous avez perdu. Pour être plus précis, regardez, je dézoome un petit peu, on est tout à l'ouest de la partie malaisienne. Il y a encore 80 ans, cet endroit, toute cette partie de la Malaisie, c'était géré par ce mec, le dernier Raja blanc du royaume de Sarawak. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire, mais c'était le dernier. Flashback, on est en 1839 avec James Brooke, un aventurier britannique un peu paumé, viré de l'école, viré de l'armée, mais riche comme Crésus grâce à un héritage. En tout cas, lui, il a très envie de se trouver un royaume. Alors, quand il tombe sur le Sarawak, vassal du sultanat de Brunei qui est en pleine guerre civile, eh ben bingo! Incroyable comme opportunité! Il aide à calmer la rébellion locale et il est nommé gouverneur en 1841, puis Raja l'année suivante. Il lutte contre la piraterie. Il interdit la chasse aux têtes. C'était littéral, ça existait. Et surtout, il transforme le coin en royaume quasi personnel. À sa mort, son neveu prend la suite, puis le fils de son neveu, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. Le troisième et dernier Raja,
Charles Winnerbrook, fuit en Australie à l'arrivée des Japonais. Et puis quand il revient en 1945, tout est détruit, le contexte mondial a changé, et lui, juste, il est fatigué en fait, il est vieux. Alors il abdique en 1946, et il cède son royaume à l'Empire britannique en échange d'une pension, et basta. Une absorption pacifique, presque élégante. Un royaume personnel rangé comme ça dans un tiroir de l'histoire. Bon, les deux qu'on vient de voir, ils se sont fait absorber, soit par la force, soit avec le sourire. Mais parfois, il n'y a même pas besoin qu'un autre pays intervienne. Parfois, un pays meurt tout seul. Si je vous dis un gigantesque pays d'Europe de l'Est, aujourd'hui disparu, vous pensez au choix, à la Yougoslavie, à l'Autriche-Hongrie. Ah, mais vous êtes si loin du compte. Il y a eu bien plus gros et bien plus méconnu, étrangement. Non, vraiment, vous êtes pas prêts. Yougoslavie, c'est quoi? Allez, 250 000 km². C'est pas mal, c'est bien, 250 000 km². Et moi, je vous parle d'un truc qui, à son apogée, était presque au million de kilomètres carrés et qui s'appelait la République des deux nations. Je vous avais dit que c'était totalement méconnu. Cet État a englobé une grande partie de la Pologne et de l'Ukraine, une partie de la Lettonie et de la Russie, il y avait la Lituanie, la Biélorussie, un tout petit bout de la Moldavie et même brièvement des territoires aujourd'hui situés en Estonie. C'est effrayant. Autre chose effrayante, ce pays existait encore au moment de la Révolution française. Mais comment j'en avais jamais entendu parler avant de faire cette vidéo? C'est pas possible! Pourtant, ce pays, c'était pas une dictature obscure gérée par trois types dans une cave. Non, c'était une monarchie élective. Ça aussi, je connaissais pas, ça a existé. Les rois étaient élus. À part tout le monde, évidemment. Non mais c'est pas une démocratie non plus, faut pas déconner. Ils étaient élus par une élite de nobles qui avaient des pouvoirs de zinzin. Zinzin, c'est le bon terme. Ils pouvaient créer des lois, gérer les impôts, déclarer la guerre, mais surtout, j'insiste sur le surtout, chaque député avait un droit de veto absolu. Si un seul n'était pas d'accord, même sur un détail, tout était bloqué. On appelait ça le liberum veto. Et c'est ça qui a, pour beaucoup de spécialistes, tout fait foirer. T'imagines bien que quand ton voisin, c'est l'Autriche, la Prusse, la Russie, qu'ils ont juste à soudoyer Marcel, là, du 3e rang de ton élite de nobles, pour qu'ils disent non à tout avec son droit de veto, ça peut pas durer éternellement, ton état. En 1795, tout le monde voit que ça va s'effondrer, là, tout le monde prend un petit bout, et c'est finito de la République des deux nations. Je trouve que c'est un très bon exemple de cette catégorie 2. Il n'y a pas eu d'invasion directe, de fusion d'accords communs, juste un système qui s'est tiré une balle dans le pied, une élite qui a bloqué le pays de l'intérieur, jusqu'à ce que les voisins disent « Ok, là c'est bon, vous êtes plus un vrai pays maintenant. » Et voilà, un état de presque 1 million de kilomètres carrés qui disparaît sans vraiment se battre. On s'entend, il y a eu d'autres raisons, c'est plus complexe que ça, mais ça résume bien la catégorie 2. Ce qui m'amène à la catégorie 3. Ma préférée. Bon, normalement, cette catégorie devrait être une sous-partie de la 1. Techniquement, je vais vous parler de territoires qui se sont fait absorber par d'autres, mais il fallait que je les sépare tellement c'est insolite. C'est pas une guerre, c'est pas un traité, c'est pas un regroupement officiel, c'est juste un bout de terre, complètement oublié par la grande puissance du coin, qui tient sa survie à des oublis de cadastres et de frontières, jusqu'au moment où cette grande puissance se réveille. Ah mais vous êtes là vous en fait! C'est vrai ça que depuis 500 ans vous vivez tranquille là, à notre frontière et vous faites genre que vous êtes indépendant? Non mais allez, ça suffit les bêtises, là vous rentrez à la maison et que ça saute. En plus j'ai trouvé 2 exemples, très différents mais vraiment incroyables. Il y a des Portugais dans la salle? Des Hispano-Portugais peut-être? Je demande parce que ça vous concerne. Avez-vous déjà entendu parler de Couto Misto? Non? C'est normal. Laissez-moi vous emmener en Galice, juste à la frontière portugaise, voilà, ici. C'est un peu frustrant, il n'y a pas de street view, mais avec un petit peu de poudre de fée appliquée par le monteur, tada! Un pays disparu, un état disparu. C'est compliqué de savoir la terminologie précise de l'endroit dont on va parler, parce que personne n'a jamais trop su en fait. Là, sur quelques kilomètres carrés à peine, vivait un petit territoire, pas tout à fait espagnol, pas tout à fait portugais, personne ne savait vraiment à qui il appartenait, et c'est justement comme ça qu'il a survécu pendant des siècles. Le terme couteau dans son nom, ça nous aide un peu. Alors c'était pas jumelé avec la gueule, ça voulait juste dire que ce bled avait été offert par un roi à l'église. Voilà, c'est tout. Et puis on imagine qu'avec le temps, au fur et à mesure de la délimitation des frontières, il y a 2 ou 3 gus au cadastre qui n'ont pas dû bien faire leur job. Résultat, un statut terriblement flou, mais super pratique. Ah non mais faut penser aux locaux. Les habitants de Couto Misto ne payaient pas d'impôts puisqu'ils étaient dans aucun pays, ils étaient enrôlés dans aucune armée, ils avaient le droit de porter des armes et ça a duré comme ça des siècles.
jusqu'à ce qu'un jour, au 19e, Espagne et Portugal se disent bon, ce micmac là à la frontière, on le règle ou pas? Ouais, on le règle, ok. Traité de Lisbonne, 1864, ratifié en 1868, fin de l'histoire. Le territoire est absorbé, l'autonomie du Couto-Misto disparaît, les habitants ont 1 an pour choisir leur nationalité. Game over. Le deuxième cas est encore plus surprenant parce que c'est un flou dont l'origine est très claire et qui fut très bien exploité par les locaux. On change de pays, direction l'Italie. Nous voici maintenant en Toscane, au XVe siècle. À l'époque, 2 grands états se partagent la région. Les états pontificaux dont on a parlé dans la vidéo précédente, contrôlés par le pape, et la République de Florence. Et comme souvent à l'époque, on vend des territoires, comme on vendrait une bagnole sur le bon coin. En 1441, le pape vend un petit bout de terre aux Florentins. Tout le monde est content, sauf que, encore une fois, il y a 2-3 gus qui ont du mal faire leur boulot. Les 2 camps se trompent dans le tracé des limites. Un petit village, Cospaia, reste coincé entre les 2. On a parlé de Terra Nullius dans l'épisode 1, on est en plein dedans là. Les envoyés du pape pensent que ça fait partie de Florence, ceux de Florence pensent que c'est resté au pape. Résultat, personne ne vient jamais y réclamer quoi que ce soit. C'est incroyable. Les habitants ont donc une idée de génie. On parle d'un mini-village, c'est des paysans sur place, mais ils sont smart les mecs. Puisque personne ne nous réclame, on est indépendants les gars. Micro-république directe. Et pas pour rire pendant 10 ans. Pendant près de 400 ans, Cospaia a existé comme ça, en roue libre. Ils avaient un drapeau, une devise et une économie florissante basée sur le tabac. J'adore cet endroit. Faut vous dire qu'à l'époque, dans les pays voisins, le tabac était interdit ou très réglementé. Devinez où tout le monde venait s'approvisionner? Non mais trop smart les mecs! Un pays entier de contrebandiers. Ah mais forcément que ça pouvait pas durer éternellement. En 1826, le pape et les autres grands du coin décident de régler le problème. Vous savez, un peu comme quand on referme un onglet qu'on a oublié sur son ordi pendant 3 semaines. Cospaia est annexé sans guerre, je suis même pas sûr qu'ils avaient une armée, sans traité grandiose, juste... On éteint la lumière, la fête est finie. Elle est technique celle-là. Et pour autant, je peux pas être plus clair. C'est dans le nom. Dans ma réflexion, je suis rapidement arrivé au fait qu'un pays, certes, c'est des humains qui sociétalisent entre eux, mais c'est surtout un territoire physique. Et autant des humains, ça peut s'entretuer, reformer ad vitam aeternam un nouveau pays au même endroit, autant le territoire, si tu le supprimes, c'est compliqué de refaire un pays. Atlantide, typiquement, bon courage, si ça a existé, c'est un bon exemple de cette catégorie 4. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché partout pour trouver un Atlantide avec des traces réelles, etc. Je me suis tapé cette très longue liste de pays disparus, et j'ai pas réussi à mettre la main sur un état entièrement détruit à la suite d'un tsunami, d'un séisme, d'une météorite. J'ai rien trouvé. Ça existe peut-être, auquel cas je vous invite à me le dire en commentaire qu'on étudie ce cas. Mais puisque j'ai rien trouvé, on va parler de 2 cas très proches. Un premier qui, si ça avait été un pays indépendant, aurait disparu en 1 heure, et un deuxième qui risque d'être le tout premier pays à disparaître à cause de la planète. Et ouais, bienvenue en Martinique. Plus précisément à Saint-Pierre en 1902. Vous voyez, ils viennent de me mettre en noir et blanc avec l'effet un peu vieille télévision, et puis d'un seul coup je vais arrêter de parler. À l'époque, Saint-Pierre, c'est la plus grande ville de l'île, le centre économique, culturel, politique, on l'appelle même le petit Paris des Antilles. Le petit Paris et sa butte Montmartre locale, la montagne Pelée. Montagne qui se réveille. Elle est active depuis des semaines, ça fume, ça gronde, mais les autorités, comme d'habitude, disent que tout va bien. Le matin du 8 mai, une nuée ardente dévale la montagne à plus de 500 km/h, étouffant, brûlant, rasant tout sur son passage, 30 000 morts, 2 survivants. Alors oui, on est d'accord, Saint-Pierre n'était pas un pays, mais imaginez juste un instant si ça avait été le cas. Si ça avait été, je sais pas moi, une micronation urbaine genre Monaco, tenez. Si la montagne Pelée était en fait à Monaco, eh ben elle aurait disparu de la carte en une seule éruption. Et maintenant, passons à la version beaucoup plus lente, mais tout aussi angoissante. Tuvalu, point culminant de ce mini-pays insulaire du Pacifique, 4,6 mètres d'altitude. Ça veut dire que tout le reste du pays est en dessous de 4 mètres. Tu construis ta maison, hop, elle est au-dessus du point culminant de ton pays. Non, ça la fout mal, surtout pour un pays entouré d'eau. Là-bas, clairement, le changement climatique, c'est pas une opinion, c'est une menace directe et existentielle. Montée des eaux, certes, mais pas que. Salinisation des nappes phréatiques, ils peuvent plus boire leur flotte. Cyclones de plus en plus violents. Résultat, certaines îles sont déjà à l'heure actuelle inhabitables, et d'autres sont quasiment submergées à marée haute. Alors forcément, le gouvernement de Tuvalu anticipe. Il a commencé à numériser le pays. Des monuments en 3D, les archives,
active le territoire recréé en ligne, au cas où il faudrait devenir le premier pays à exister uniquement sur Internet. Et si ça vous semble absurde, sachez que c'est pas tout. Le gouvernement a déjà acheté des terres aux Fidji, dans un autre pays, pour reloger ses habitants. On n'est vraiment pas dans la fiction, c'est littéralement en train de se passer. Et le pire là-dedans, c'est que je vous ai dit que Tuvalu risque d'être le tout premier pays à disparaître à cause de la planète, mais techniquement, c'est surtout à cause de l'homme. Voilà, c'est la petite phrase un peu plus sérieuse de la vidéo. En tout cas, maintenant, vous avez un aperçu des différentes façons dont un pays peut disparaître. Bien sûr, chaque cas est unique, chaque disparition a ses petits twists. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir que, parfois, il suffit d'un mauvais plan cadastral pour qu'un pays entier glisse comme ça, hop là, discrètement dans les oubliettes de l'histoire. Si vous avez prévu de lancer votre propre pays, on sait jamais, vérifiez peut-être d'abord que vous n'avez pas un volcan sous les pieds, ça peut aider. Et en attendant, dites-moi en commentaire comment vous aimeriez que votre pays disparaisse un jour. J'ai tout à fait conscience que c'est une demande très étrange, mais on s'en fout. C'est bon pour l'algorithme et je vais pouvoir me marrer en vous lisant. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir regardé ce 2e épisode de Maps. On se retrouve très vite. Salut, Internet.